Bonjour tout le monde et bienvenue à la 23e de Max et Bruno. Et nous, ça continue. Il y a présentement une pause dans le monde du sport et dans la société en général. Et on va commencer suite à la recommandation de François Legault aujourd'hui. On aimerait encourager les jeunes, parce qu'il parlait beaucoup des jeunes dans sa conférence de presse aujourd'hui et ça nous a touchés. On va encourager les jeunes à rester à la maison. C'est pas le temps de sortir. On sait que Bruno a fait beaucoup de parties dans sa vie. Faites pas comme Bruno. Présentement, c'est des moments plus difficiles. Rester à la maison. Et c'est vraiment important parce que les jeunes, je sais que parfois, on se croit invincible. Et François Legault a utilisé le langage « propager l'information, pas le virus ». Et Max et Bruno, vraiment, on voulait prendre le temps d'en discuter, vraiment de forcer les jeunes, pas forcer, mais encourager les jeunes à rester à la maison, c'est important. Il a entièrement raison, parce que oui, on peut se sentir jeune et en santé, être capable de vaincre ce virus-là, mais le problème, c'est que tu peux être le véhicule pour quelqu'un qui a peut-être un peu plus de difficultés, une santé un peu plus fragile. Donc, restez à la maison et apprenez à passer du temps de qualité avec vous-même et la famille proche. Mais c'est une situation qui est particulière, mais ces précautions-là sont nécessaires. C'est des gens qui ont un peu plus d'informations que nous, de meilleures connaissances que nous. Donc, il faut leur faire confiance et se tenir les coudes serrés. Mais prendre le temps de lire un livre, prendre le temps de s'entraîner soi-même, de passer du temps de qualité avec ses proches, c'est ça que j'encourage. On encourage les gens, les jeunes à faire. Et vraiment, là, vivez dans le présent. Peut-être, oui, c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, mais prenez le temps d'être dans le présent et de passer des moments de qualité avec ses proches. C'est excellent. C'est bien d'être sur les réseaux sociaux pour nous envoyer des questions à Max et Bruno. Et ensuite, prenez le temps d'avoir une bonne conversation, une bonne partie de talk en famille. Exactement. Proche, hein? Ça va être bon. Parlons hockey un petit peu parce qu'il y a eu de l'actualité dans la dernière semaine. Le Canadien a joué un match et on va commencer avec le menu du jour de Max et Bruno cette semaine. Alors... Bien, on a l'actualité de ce qui se passe avec le coronavirus présentement. On est chanceux. On a deux têtes importantes au niveau du développement. On a Jean-Philippe Côté, directeur du personnel, directeur du développement des joueurs avec le Lightning de Tampa Bay, et Dominique Ricard, qui va être ici, ancien directeur gérant et entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville. On va faire la carte postale. Et on va faire le cumulatif des paris à ce jour, qui va pas très bien pour moi. On va voir les questions du public parce qu'on sait que Max et Bruno, on se considère un show interactif et on veut pousser la note durant ces moments aussi là, où on veut on veut vous entendre. On veut vous entendre non seulement de hockey aussi, mais de savoir comment que ça va à la maison. Mais posez-nous vos questions. Bruno, comme je dis toujours, répond à toutes les questions. Ne vous gênez pas. Alors, Bruno, comme je disais plus tôt, il y a quand même eu l'actualité dans le monde du Canadien. Cette semaine, les Canadiens ont joué un match, le Rocket de Laval aussi. Qu'est-ce que tu retiens de mardi passé? Ça fait déjà une semaine du match Canadien-Nashville. Bien, le dernier match du Canadien avant cette pause, un peu à l'image de la saison, ça a été un match difficile, une deuxième période atroce, vraiment, où les Prédateurs de Nashville ont pris le contrôle du match. Avec plusieurs erreurs mentales du côté du Canadien, un peu de malchance. Donc, les Prédateurs ont pris les devants 4-2. Ce que je retiens, c'est le premier but dans la Ligue nationale de Luca Vejdemo qui l'a marqué juste à temps avant cette pause. Mais un premier but, tu t'en souviens tout le temps. Donc, on va le voir un peu plus tard, mais c'est le premier but de Luca Vejdemo. Et un match qui se termine par une défaite du Canadien qui, on savait un peu... il mettait fin à ses petites chances très, très, très minces de faire les séries éliminatoires. C'était une équipe Nashville qui se bat, qui, à ce moment-là, se battait pour une place en série. Donc, ça a été un match un peu plus difficile pour les Canadiens en grand. Toi, y a-t-il quelque chose qui est sorti de ce match-là? Pas grand-chose. On a fait le match d'un autre angle cette semaine. On a jasé, comme tu dis. On aime parler du positif. Donc, Vejdemo qui a marqué son premier but. Et que le lendemain, est allé avec le Rocket disputer aussi un match. Le Rocket, ça allait mieux pour le Rocket de Laval. Il était dans la course vers les séries éliminatoires. Et c'est un petit peu plus triste du côté du Rocket que la saison se termine de cette façon. Ben, c'est pas vrai. Postpone une pause de la saison. Mais eux, il y avait le vent dans les voiles et ils se battaient vraiment pour une place en série présentement. Et ça a été le match retour de Noah Jolson après une longue absence dans son cas. Donc, pour l'organisation, c'était une excellente nouvelle de le voir sur la patinoire. Ça a été un autre très, très bon match du Rocket. Dans les 8 derniers matchs pour eux, c'était 7 victoires, 1 défaite. Et là, les Sénateurs de Belleville, c'est la meilleure équipe de l'Est.
Et vous voyez au chapitre des tirs, à un certain moment, c'était 25-9, comme on voit en fin de deuxième. Le Rocket a complètement dominé à toutes les facettes du jeu. Et ça a été un des efforts collectifs les plus impressionnants que j'ai vus cette année dans le hockey professionnel en général. Wow! Une équipe de dominer, que tout le monde soit engagé, impliqué. Ça a été un excellent match de Gustav Olofsson comme défenseur. Laurent Dauphin, qui a été l'invité un peu plus tôt à Max et Bruno, un autre super bon match. Yannick Veilleux. Il y a des joueurs qui ont pris la relève avec les départs des vétérans Barone et Barber. Et le Rocket était vraiment sur une lancée. Ça allait être un calendrier très ardu pour eux, mais il y avait une possibilité, il y avait espoir qu'ils fassent les séries avec un noyau de joueurs qui allait avec une intensité, un effort, un engagement particulier à tous les matchs. Et c'est dommage pour eux parce que il y a des situations particulières à travers tout ça. Oui, c'est la pause du hockey, mais chacun de nous, dans n'importe quelle sphère de la société, tout le monde a son histoire présentement, qu'est-ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de zones grises. Mais si on reste dans le monde du sport, on reste dans le monde du hockey. Il y a certains joueurs pour qui c'était des situations particulières. Je pense à Noah Jolson, qui a mis un effort incroyable pour revenir au jeu. Ça faisait depuis le mois de novembre qu'il était hors de l'alignement, de la formation, pardon. Et pour lui, c'est son premier match. Et tout ce que tu veux vivre, c'est d'être capable de vivre quelques matchs rapidement puis de te baigner dans tout ça. Et pour lui, ça se pourrait, on ne sait pas, c'est encore de l'inconnu, encore zone grise, mais si le tout est reporté jusqu'à la saison prochaine, c'est encore une été et de longs mois d'entraînement mentalement à travers pour les derniers mois pour lui. Là, c'est tout un défi mental pour Noah Jolson. Et on peut le dire, on l'a vécu en tant que joueur. C'est tellement difficile, comme tu dis, mentalement et physiquement, de revenir au jeu. Et non seulement d'une blessure, mais juste un été, là, tu travailles tellement fort. Les gens pensent que les joueurs de hockey, quand c'est l'été, on est en pause et on relaxe, mais c'est pas ça. Hein. Un gars comme ça a travaillé tellement fort pour revenir au jeu. Il a la chance de jouer un match, revient au jeu et tout de suite, la saison est encore mise en pause. Donc, c'est difficile, une situation comme ça. Il y a plusieurs joueurs qui, encore, comme tu l'as mentionné avant de commencer, on jase de sport, ici on jase de hockey, on partit de jaser de situations particulières, mais il y a des gens à la maison, on comprend qu'il y a des situations pires qu'un joueur de hockey présentement qui se demande où est-ce qu'il va jouer l'an prochain. Mais on fait du sport, on fait du hockey et on l'a vécu. C'est quoi? Laurent Dauphin qui connaissait une très bonne saison et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Et on s'est amusé, Bruno, à regarder la situation. Qu'est-ce qui se passe? Comment la Ligue nationale... Admettons que le jeu reprend. On sait que ça ne sera pas avant le mois de mai, probablement. Comment les situations de séries éliminatoires, la saison pourrait recommencer? Et on s'est amusé avec quelques différentes situations. On ne sait pas encore une date. Il y a beaucoup d'inconnus. C'est difficile pour les joueurs, pour les organisations à se préparer. Mais il y a quand même des scénarios qui pourraient être très intéressants si la saison, si tout le monde est en forme et en santé, mettons mi-mai, elle recommence. Et il y a un tableau qu'on a pris ici et c'est assez intéressant. On regarde, il y aura un match suicide dont le Canadien pourrait participer aux séries éliminatoires contre les Sables de Buffalo. Donc, on passe de 31 à 24 équipes après la ronde et les 17 premières équipes ont un bye. Donc là, on s'affronte, c'est seulement un match. On passe en deuxième ronde et c'est un 2-3 des 16 équipes qui restent. Et là, c'est les top 8 vont s'affronter contre les équipes qui ont passé la première ronde. On s'en va en troisième ronde, encore un 3 de 5, ce qui nous amène de 16 à 18 équipes. Et là, la demi-finale et la finale se passent comme à l'habitude, 4 de 7 pour donner une Coupe Stanley. Et c'est un scénario qui ressemble un petit peu à un scénario de 4 séries de 7 matchs ou de 4 matchs qui nous amène à maximum 28 matchs et minimum 15 matchs. Donc, ça nous amène environ à 2 mois de hockey, ce qui nous amènerait mi-juillet pour remettre une Coupe Stanley. Bien, je trouve ça très long. Mais je me suis amusé après avoir regardé ce scénario-là et le fait de voir beaucoup d'équipes impliquées, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça un peu trop long. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inspiré du hockey des séries éliminatoires en Allemagne, ce que j'ai vécu, et j'aimais ça. Ce que j'ai fait, c'est le classement des positions 1 à 10, selon le pourcentage de points amassés. 1 à 10, il y aurait une série de 2-3 entre la 7e position et la 10e position dans chacune des conférences. Et ensuite, suite à ça, on tomberait en série de 5, les meilleurs de 5, pour les deux rondes, même peut-être 3 rondes. La ronde de finale de conférence
Et selon moi, on peut mettre un astérisque là-dessus pour essayer de réduire le nombre. Ça serait flexible. Et je garderais soit les 2 dernières rondes ou juste la finale de la Coupe Stanley pour un 4 de 7. Et à ce moment-là, ça donne environ 25 matchs. 27 matchs maximum. 25 matchs, c'est une 3e ronde de 3 de 5. Et 14 matchs minimum. Donc, c'était un scénario que je trouvais intéressant. Ça permet aux équipes qui étaient dans la course aux séries de s'affronter. Droit à une petite erreur, un 2-3 au lieu que ce soit juste un match lucide, un 2-3. C'est comme ça que ça se passe en Allemagne. Donc, je trouvais ça intéressant. Tu ramènes tout le monde, les équipes qui ont le bail, qui sont en 6e position en haut, un peu plus de temps d'entraînement, et rapidement, tu tombes aux choses sérieuses. Mais Bruno, on l'a vécu en 2012. C'était une saison écourtée. On avait commencé en janvier. Et là, ce qui s'était passé, on avait eu droit à 6 journées de camp d'entraînement et tout de suite, il n'y avait pas eu de match préparatoire. C'était tout de suite dans la saison. Et je me rappelle, ça avait pris au moins un 5-6 matchs avant que ça devienne l'intensité de matchs de saison réguliers. Donc, imagine que d'un matin, on dit « OK, les boys, la saison, tout le monde est assez en forme. On va y aller avec le format match suicide. Un match, tout le monde. Let's go. C'est parti. On a 6 jours de camp d'entraînement. Et là, tu as un match de série éliminatoire et il faut que tu ailles à fond. Ça serait intéressant, mais je voudrais pas être dans les patins d'un joueur de la Ligue nationale dans cette situation-là. Ça serait pas évident parce que la situation rêvée, rêvée pour les partisans qui aiment le suspense, c'est peut-être une version à la March Madness, à la folie du mois de mars au basketball. Oui. Toutes les équipes sont en série. Un match, tu gagnes, tu continues. Tu perds, tu t'en vas à la maison, mais je suis pas sûr que les propriétaires ni les joueurs seraient intéressés à ce genre de scénario. On s'en va à la pause et au retour, on a la chance d'avoir avec nous Jean-Philippe Côté, directeur du développement chez le Lightning de Tampa Bay. On a l'honneur d'avoir comme invité le meilleur partenaire que j'ai eu à la défense dans ma carrière, l'ultime coéquipier, un homme avec une éthique irréprochable, un leader positif. Il est maintenant directeur du développement avec le Lightning de Tampa Bay. On a Jean-Philippe Côté au bout du fil. Salut Jean-Philippe! Salut, ça va les boys? C'était une belle intro, hein? Ah, oui, ça m'a fait du bien de pouvoir lancer des fleurs à Jean-Philippe. On voit que c'est pas votre premier épisode. Non, mais 23. T'as raison, Bruno, 23. parce que... Oui, notre 23e show. Mais t'as raison, Bruno, parce que moi aussi, je te tiens en haut estime, JP. Et vraiment, j'aimerais savoir, premièrement, JP, t'es où et comment tu gères la crise et comment le Lightning de Tampa Bay gère la crise présentement? Moi, je suis basé à New York. C'est ici que je faisais mes déplacements là, pour toute la saison. C'est très, très efficace. J'ai des joueurs à aller visiter au Minnesota, dans la Ligue junior du Québec, dans l'Ouest, partout, dans les collèges. Donc, pour moi, basé à New York, puis j'ai Syracuse, qui est notre club école, qui est pas loin, c'était l'idéal. Ensuite, j'étais justement à Syracuse quand ils ont décidé justement là, de mettre ça en pause. Puis, tout ce que je sais depuis ce temps-là, c'est à chaque jour, là, on a un update de Julien qui nous tient au courant un petit peu sur les développements. Il y a certaines personnes dans certains environnements, dans certaines organisations qui ont eu le virus, des trucs comme ça. Donc, on n'en sait pas plus là, sur quand est-ce que ça va revenir ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, en tout cas, pour ce qui est de moi, on est quand même assez bien protégés ici, là, dans notre petite communauté. On pense peut-être revenir à Québec, là, mais on est bien toutes les trois là, ici, présentement. Bien content d'entendre que toi, Valérie et Phil, vous êtes en sécurité, en petite quarantaine, passez un moment de qualité de famille. Profiter de ce côté-là. Mais pendant qu'on t'a comme invité, je veux absolument faire un retour sur ta carrière qui a été spéciale, très intéressante. Et ensuite, on va avancer dans où tu es rendu présentement. Mais quand je regarde ta carrière, un des faits qui ressort beaucoup, c'est le fait que tu as joué avec le Canadien de Montréal en 2005-2006. Tu as joué des matchs en Ligue nationale et tu es retourné dans la Ligue nationale 8 ans plus tard. J'aimerais que tu reviennes dans les patins 8 ans plus tard. Comment tu as su la nouvelle? Puis ça a été quoi ta réaction? Est-ce que tu attendais encore cet appel-là à ce moment-là de ta carrière? Est-ce que j'en attendais? Probablement pas. J'ai eu des hauts et des bas pendant entre ces deux-là. Je suis parti en Europe, tout ça. Puis je vais faire une boucle un petit peu avec le développement. J'ai eu l'occasion,
quand j'étais avec Tampa, justement, là, c'est d'avoir des entraîneurs d'habileté, une collègue avec qui je travaille aujourd'hui, justement, là, qui m'a aidé dans mon coup de patin, puis qui m'a permis peut-être... Ouf, c'est pas des images jeunes, ça. Belle barbichette. Ben, j'ai pensé, justement, pour l'entrevue, mais je me suis dit, je vais attendre. Mais bref, donc c'est ça, tu sais. Puis quand je suis arrivé avec l'organisation de Tampa Bay, en ayant fait un peu des détours un peu partout, disons, j'ai vraiment utilisé là, tous les enseignements des entraîneurs, des spécialistes là, pour m'améliorer au maximum. Puis ça m'a permis d'aller me chercher un 20 matchs de plus dans la Ligue nationale, que je suis très fier, comme tu as pu le dire, Bruno. Mais justement, je pense que tout, je sais pas si, je vais donner un exemple, Steve Yzerman pourrait faire la job que je fais parce qu'il n'a pas fait toutes les étapes vraiment pour se rendre dans la Ligue nationale. Donc quand j'y étais, je l'ai apprécié beaucoup. Puis aujourd'hui, ben, j'ai la chance de travailler avec des jeunes, justement, qui veulent atteindre ce but-là. Donc c'est super valorisant. Parle-moi un petit peu, JP, pendant qu'on voit des images de toi avec le Lightning, des mises en échec foudroyantes. On regarde ta carrière comme ça et ton passage dans la Ligue américaine pour toi et après en Europe. C'était quoi les moments les plus durs? Comme tu dis, il y a 8 ans entre les deux. Tu dis qu'il y a des gens qui ont aidé ton développement. Maintenant, dans ton langage, quand tu parles à un jeune, tu peux lui dire combien de fois tu lui parles en lui disant « Écoute, moi, je suis passé par là. Je sais ce que ça prend pour jouer en haut. » Tu l'utilises, ce langage-là? Oui, puis l'expérience que j'ai dans la dernière année, j'ai eu la chance d'être recruteur avec les Sharks de San Jose aussi, qui m'a ouvert une perspective différente aussi sur l'après-hockey. Puis d'être avec l'organisation de Tampa Bay maintenant, ça m'a ouvert les yeux sur vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour se rendre dans la Ligue nationale, pour faire une carrière professionnelle. Puis ce que j'essaie de dire aux jeunes vraiment, c'est qu'il y a tout le temps un ajustement, puis je le vois beaucoup cette année là, avec les prospects qu'on a, là, soit à Syracuse. L'année passée, il était junior, il dominait. Il y a certaines choses précises qu'un joueur peut faire pour vraiment, sur une échéance, sur 3 ans de contrat d'entrée, ben, si justement tu as un ajustement de 2-3 mois au lieu d'avoir un ajustement d'1 an, ben, c'est ça de gagner pour justement ton prochain contrat puis ton prochain. Donc, je m'excuse, je me suis excité. Je te demandais quoi faire avec tes mains tantôt. Mais, je suis habitué d'avoir des AirPods, hein, fait que c'est un peu différent. Donc, c'est ça. Donc, c'est un petit peu de l'analytique, mais le but, c'est d'avoir le plus d'espace possible, arriver en zone offensive. Donc, il y a des petites choses qu'on peut faire, protection de rondelles, des trucs comme ça, qui des fois, des joueurs qui sont dominants vont laisser cette partie-là aller au niveau junior, au niveau collège. Ben, c'est à moi de leur rappeler un petit peu comment approcher le hockey professionnel. Donc, j'en reviens un petit peu à mon expérience. C'est ce que je peux faire. Là. Je vois vraiment ça comme un coéquipier qui amène un autre coéquipier là, vers la lumière. Julien Brisebois est une des têtes extrêmement intelligentes du monde du hockey. Et les hommes très intelligents vont s'entourer des bonnes personnes et des personnes très intelligentes aussi. C'est pour ça que c'est Max et Bruno, je me suis entouré de toi. Exactement. Tu vois, un premier exemple là. Mais un autre exemple, Julien Brisebois avait Jean-Philippe Côté dans son organisation quand ils ont gagné la Coupe Calder à Hamilton. Ensuite de ça, Julien Brisebois se retrouve à l'organisation du Lightning, amène Jean-Philippe Côté avec lui à Norfolk. Il gagne la Coupe Calder en 2011-2012 aussi à Norfolk. Et un an plus tard, après ta retraite, un an après avoir pris ta retraite, tu es rendu directeur du personnel des joueurs. Mais moi, je veux revenir sur l'expérience de ces 2 Coupes Calder-là que tu as vécues dans une organisation et à quel point, comme joueur, de jouer du hockey de série, du hockey important et d'aller gagner une Coupe Calder avec ces 2 organisations-là, à quel point ça a aidé ton développement et le développement de l'organisation, des autres joueurs dans l'organisation qui ont bénéficié de ces matchs-là pour ensuite avoir une carrière dans la Ligue nationale? Bien, premièrement, tu l'as mentionné, je crois que d'évoluer dans une ambiance où est-ce que, dans une winning culture, qu'on va dire, c'est quelque chose qui a été très, très bénéfique pour moi puis pour tous les coéquipiers avec qui j'ai été. Là, je peux nommer ceux qui ont joué avec le Canadien de Montréal dans notre première Calder Cup, puis ceux qui sont à Tampa Bay présentement, là, Johnson, Palat, Killorn, tous ces gars-là. Donc, c'est... je pense à... C'est beaucoup d'émotions là, quand je vois les images. Donc, mais bref, donc le centre, d'avoir justement des bons vétérans. Je
pense que Julien, puis je dis Julien, mais c'est vraiment un travail d'organisation là, au niveau que ce soit à Montréal, que ce soit à Tampa Bay ou à Norfolk. C'est d'amener des joueurs qui, justement, vont montrer l'exemple pour la prochaine QV qui s'en vient. Puis, beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué, soit à Hamilton, soit à Norfolk, que ce soit Mark Barberio, j'ai dit tantôt, Palad, Johnson, on est encore très, très proches. Puis, je suis capable d'avoir le pouls vraiment de l'équipe. Là, fait que c'est une autre perspective que j'amène en plus, là, peut-être au niveau du Lightning. Mais pour ce qui est de, c'est ça, pour ce qui est de m'avoir choisi, ben, moi, je suis honoré de ça, mais j'approche un petit peu cette job-là sans trop poser de questions, puis vraiment en me fiant à mes instincts. Puis jusqu'à date, ça a bien été quand même. JP, ton rôle en tant que directeur des joueurs du développement, est-ce que tu as un cas personnel où ce que ça a été gratifiant pour toi en tant que de faire partie du développement d'un joueur? As-tu une idée d'un gars? Lui, là, parce que parfois, tu peux passer et les mots, tu jases à un gars, tu dis, tu devrais améliorer ça. As-tu un exemple de, écoute, lui, là, j'ai eu un impact ou je vais avoir un impact sur sa carrière? Ben, ça fait juste un an, tu sais, que je sème un petit peu là, avec les joueurs. On a engagé aussi à Tampa là, un directeur du développement des habiletés qui s'appelle Mike Ellis, qui est basé à Toronto, de qui j'apprends beaucoup. Il y a Barbara DeHill, qui est une coach de patin, de qui j'apprends beaucoup. Donc, je suis capable de un petit peu transmettre leurs enseignements. Je deviens quasiment un spécialiste moi-même, là, un petit peu avec tout ça. Puis, il y a beaucoup, comme je vous dis, il y a des choses techniques là, qu'on essaie d'inculquer à nos joueurs. Puis vraiment, grâce à l'aide aussi du staff qui est à Syracuse, qui est l'idée par Benoît Gros, là, on voit qu'il y a eu des améliorations, c'est sûr. Là, il y a le jeune Stevens puis Verhaeghe qui ont commencé cette année, puis c'est directement relié un petit peu là, à leur développement. Donc, j'étais un petit peu proche de ces gars-là, mais surtout celui qui faisait ma job l'année passée. Donc, cette année, il y a beaucoup de Québécois, même à Syracuse, que je peux nommer, que ce soit Barry Boulet, Huntington, Abandonado. C'est des gars qui ont des super bonnes attitudes, puis qui ont eu une différence déjà depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est super valorisant. Puis moi, je suis un petit peu un coéquipier. L'approche, c'est la même que pendant que je jouais, sauf que je me blesse moins un petit peu. Ouais, j'avoue, parce que c'était ça. Tu avais le rôle du leader, tu avais le rôle de celui dans le vestiaire, le rassembleur. Tu as tout le temps été comme ça. Tu l'étais au niveau junior. Tu as continué comme ça. Tu t'es fait un nom à travers la Ligue. Donc, j'imagine que c'est un peu plus facile d'aller chercher le respect des joueurs. Mais parle-moi pendant la saison, là, avant cette pause de la Ligue nationale, parle-moi du quotidien au niveau du développement des joueurs. Ça ressemble à quoi ton horaire? Qui vas-tu voir jouer? Avec qui tu as des communications à tous les jours? Bien, premièrement, il faut que je connaisse vraiment mes joueurs. La priorité, c'est ceux qui sont en dehors du système un petit peu, là, qui ne sont pas à Tampa ou à Syracuse. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui étaient présents au camp des recrues, les joueurs juniors et tout ça. Mais il y a beaucoup de joueurs aussi que je n'avais pas rencontrés parce que c'est des joueurs qui jouent au collège. Donc, c'est différent un petit peu. Là, ils seront là au camp de développement qui est au mois de juillet. Mais donc, après avoir pris contact avec eux, le but, c'est d'aller les voir jouer, de connaître c'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, tout ça. Ensuite, au niveau collège, je peux pas embarquer sur la patinoire parce que c'est interdit. Je peux pas les amener souper ou quoi que ce soit pour en profondeur discuter. Mais je suis allé souvent les voir juste pour justement jaser après le match puis m'assurer que tout était correct, que c'est ça, qu'ils étaient dans un bon état. Puis c'est ça, quand on communique, je peux échanger des vidéos avec eux ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant pour moi, ce que j'aime, c'est d'aller dans les clubs juniors. Je représente le Lightning, puis je peux embarquer sur la patinoire avec mes joueurs. J'essaie tout le temps aussi d'aider soit d'autres joueurs, soit des gars qui sont éligibles au repêchage ou quoi que ce soit pour leur donner un petit boost ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est pour moi, comparativement à ce que je faisais dans le passé. Là, je suis encore dans les tranchées, encore avec les gars, en train de travailler sur la glace, tout ça. Donc ça, c'est un aspect. Puis ensuite de ça, souvent, je me présente à Syracuse avec le staff là-bas pour participer, là, que ce soit sur glace ou hors glace, là, à la vie de l'équipe.
Jean-Philippe, le temps file. On a le temps pour une petite dernière. Tu as été dépisteur pour les Sharks de San Jose, maintenant directeur du développement de Tampa Bay. Tu es très près de ces jeunes joueurs-là. C'est quoi ton opinion, si tu es à l'aise et dans une position pour répondre, de repousser le repêchage à l'âge de 18 ans, même 19 ans pour ces jeunes joueurs-là? Puis si t'es pas à l'aise, tu me dis Berlingot, puis on passe à un autre appel. C'est notre safe word. Je suis à l'aise. C'est quelque chose à discuter, certainement. Je pense que, au niveau des recruteurs, il y aurait une meilleure marge de manœuvre dans le fait que, ce serait moins facile de se tromper, tout simplement. C'est sûr qu'une année de développement de plus, ça l'aide. Ensuite, pour le repêchage, d'une manière ou d'une autre, c'est bon pour les joueurs aussi de retourner junior. Il y a beaucoup c'est certainement quelque chose à discuter. Puis je rajouterais même, pour nous, pour l'équipe de la Ligue nationale, quand un joueur, on sent à 19 ans qui peut être prêt pour le hockey professionnel, est-ce que ce serait intéressant de l'avoir justement dans nos rangs dans la Ligue américaine pour justement le développer encore plus, selon peu importe un montant ou quoi que ce soit à l'équipe junior. C'est des trucs qu'on peut discuter, mais c'est des bons points à amener, certainement. JP, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. On aurait pu faire une autre heure, je crois. Facile. Tellement intéressant. Facile. On va le revoir, c'est sûr. Ah, ça fait une heure. Merci d'avoir pris le temps. Salut la famille. Puis bonne chance pour le reste. C'est bon. Good job, Max. Puis Bruno, lâche pas. C'est pas si pire. Merci beaucoup. Après la pause, on reste dans le développement des joueurs, des jeunes joueurs de hockey. Et on jase avec Dominique Ricard, coordinateur adjoint des sports au Collège Saint-Bernard, conseiller au développement avec CA, ex-DG et coach des Voltigeurs de Drummondville. Soyez des nôtres dès ce soir, alors qu'il y aura un match d'un autre angle. Les Canadiens versus les Capitals de Washington, le match numéro 6 des séries 2010. Soyez là pour savoir qui a gagné ce match. Et jeudi, on continue, mais c'est le match numéro 7 encore d'un autre angle où on regarde le match d'un autre angle. Et on verra jeudi si le résultat sera différent. Donc le match numéro 7 des séries 2010 contre les Capitals sera là jeudi soir à 19h. Alors, on est de retour à Max et Bruno avec un homme que je respecte beaucoup. Merci, Max. Pas Bruno. Dominique Ricard est avec nous. Dominique qui est coordonnateur adjoint des sports au Collège Saint-Bernard de Drummondville et conseiller au développement. Et on travaille ensemble au conseiller au développement avec CA, avec l'agence CA. Et ex-directeur général et entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville. Tu as fait beaucoup de choses dans ta vie? Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Puis j'ai remarqué avec la photo qu'ils ont montrée aussi tantôt que j'ai fait pas mal de chemin sur beaucoup de choses. Les cheveux, les lunettes, il y en a plus. Oui, beaucoup de... T'es aussi beau qu'avant. Vas-y un petit peu pour commencer avec ton parcours d'homme. Tu as commencé dans le hockey. Tu es un gars de hockey, ça fait des années. Tu as commencé où et comment tu as fait pour te rendre jusqu'à t'es maintenant? Bien, tu sais, moi, premièrement, je suis natif de Shawinigan. Fait que le hockey à Shawinigan avec les Cataractes dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est quelque chose qu'on entend parler beaucoup. Puis j'ai eu la chance, en plus, par rapport au hockey, mon père était impliqué avec l'organisation des Cataractes. À l'époque, Ron Lapointe, là, qui était l'entraîneur, directeur gérant des Cataractes, mon père, c'était comme un peu son bras droit. Il vendait des moitiés-moitiés, il faisait un peu de tout. Même on a été famille d'hébergement des Cataractes pendant plusieurs années. Sergio Momesso a resté chez nous là, comme joueur. On l'a hébergé. Donc, j'ai baigné, là, dans mon enfance, j'ai baigné autour du hockey. J'ai joué au hockey, bien évidemment, mais de voir qu'est-ce qui se passait dans une équipe de hockey, dans une organisation, avec mon père, comme je vous disais, ça a toujours piqué ma curiosité. Ça a toujours été... Puis moi, je me souviens que mes coéquipiers, quand je jouais Bantam, puis oui, Bantam, Midget,
il me disait tout le temps, toi, un jour, je pense que tu vas coacher ou tu vas faire quelque chose parce que moi, j'imitais mes coachs. J'étais dans le vestiaire, puis je prenais le tableau, puis j'imitais mes coachs. Pour rire d'eux ou pour vraiment parler pour- stratégie? Ben, un peu des deux de temps en temps. Là. Denis Francaire, pour ne pas le nommer, de temps en temps, on l'a imité, puis on a ri, mais c'est un entraîneur qu'on respectait beaucoup. On a appris énormément. Puis, en cours de route, ben, j'ai toujours été curieux. J'ai toujours aimé le coaching. Puis quand j'ai arrêté de jouer, j'ai eu l'opportunité. Un ami de ma sœur, Stéphane Gingras, qui m'a dit « Ça te tenterait-tu de t'impliquer? Ça te tenterait-tu de coacher? » Fait que j'ai commencé, j'avais 19 ans. Fait on commence à l'époque, c'était du Bantam 2A comme entraîneur adjoint. J'ai eu la piqûre. Comme étudiant, j'étais un bon étudiant, j'aimais l'école, mais j'étais un petit peu confus. Je savais pas trop vers quoi me diriger à l'université après avoir fait mon DEC en administration. Fait que le hockey m'a amené, justement, je vivais des expériences, puis rapidement, j'ai eu la chance d'être rémunéré à entraîner au Midget 3 avec le programme sport-études à l'Académie Les Estacades. Par la suite, j'ai rencontré Claude Bouchard, René Perron. C'est des gens qui ont eu beaucoup d'influence sur mon cheminement, sur mon développement aussi, dans mon coaching, dans mes différentes expériences. Puis, à 24 ou 25 ans, j'ai eu mon premier travail à temps plein comme assistant-entraîneur avec les Foreurs à Val-d'Or. Donc, avec Val-d'Or, on a eu la chance en 2001 de gagner la Coupe du Président avec Brendan Reed, Simon Gamache. Oh, ouais. On a eu... qu'on joue dans ce Oui, exact. Huskies. Oui, Husky, après ça, tu étais en allé à Hull. C'est cette année-là, je pense que tu avais été échangé de Rouen à Hull. Puis, pour être bien honnête, à ce moment-là, j'ai 25 ans. Moi, je me vois dans la Ligue nationale. Je rêve. Puis, à ce moment-là aussi, je côtoyais beaucoup André Tourigny. Ouais. André a été mon assistant-entraîneur Bantam quand on coachait. On a coaché ensemble aussi Midget 3 avec ça. On se voyait, nous autres, dans la Ligue nationale, tous les deux. Fait qu'après mon parcours avec Val-d'Or, je suis retourné comme entraîneur-chef avec les Estacades Midget 3A. 2 demi-saisons pour ensuite être embauché comme entraîneur avec les Voltigeurs à Drummondville. J'ai peut-être 28 ans, je pense, à l'époque. Donc, tu es entraîneur-chef à 28 ans. À 29 ans, on me donne également la tâche de directeur gérant avec les Voltigeurs. Donc, mon côté émotif. Danny Gauthier aussi. Fait que à Drummond, ça a été vraiment des expériences incroyables. Aujourd'hui, je me considère comme un Drummondvillois d'adoption parce qu'à Drummond, j'ai été entraîneur, j'ai été directeur gérant. Mes dernières années, j'étais seulement directeur gérant avec l'organisation. On a bâti une culture avec l'organisation. Dans ces images. On a fait vibrer la ville de Drummondville. J'ai connu des gens extraordinaires. Mes enfants sont venus au monde à Drummond, donc je vis encore à Drummondville aujourd'hui. Puis c'est justement de par mes expériences ou mes relations avec les Voltigeurs, c'est ça qui m'a amené avec CAA. Maintenant, parce que Pat Brisson a joué pour les Voltigeurs. À l'époque, il a joué pour André Ruel. Oui. André, qui est conseiller depuis 10 ans avec CA. Puis André a été mon assistant gérant avec les Voltigeurs à Drummondville. Donc, Pat a demandé à André de joindre CA parce qu'il y avait un lien de confiance suite justement aux années que Pat a passées avec les Voltigeurs. Puis ça a été la même chose quand j'ai été congédié des Voltigeurs. Ça fait maintenant 4 ans. André m'a tout de suite demandé est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec nous autres, avec CA, parce que, on avait une philosophie, une vision des choses qui était très, très similaire. Donc, c'était naturel pour nous autres de travailler ensemble. Tu es maintenant conseiller, tu viens de le dire, conseiller au développement chez CAA. Ça mange quoi en hiver, ça, quand tu parles d'être conseiller au développement? La pizza. La pizza. Ça fait quoi exactement ton quotidien pour ce travail-là? Ben moi, tu sais, puis j'en ai pas parlé encore, mais tout le long de mon parcours dans le hockey, dans mon cheminement, j'ai toujours été impliqué avec le monde de l'éducation. J'ai travaillé à l'Académie Les Estacades, au Collège Saint-Bernard. André Ruel, de qui j'ai parlé, André, il a enseigné en éducation physique pendant 35 ans. René Perron, qui a été mon mentor là, à mes débuts, c'est un enseignant, c'est un directeur d'école. Donc, j'ai travaillé aussi au collège, comme je disais, au collège comme coordonnateur des sports. Donc, où est-ce que je m'en vais là-dedans? C'est que mon rôle, c'est d'éduquer, premièrement, avec CA. C'est d'éduquer, c'est d'enseigner, c'est de coacher et les parents et le jeune en même temps sur son développement.
Puis ça, le développement, c'est très large. Le développement, on peut parler de l'aspect physique, de l'aspect technique, tactique, psychologique, mais on peut aussi parler puis recommander le parcours à utiliser pour maximiser ses chances d'atteindre le hockey professionnel. Fait qu'en résumé, Bruno, c'est ce que je fais de l'éducation puis je fais du coaching, tant au niveau des parents, de la famille que du joueur pour s'assurer là, que de façon constante, son développement va être maximisé, va être optimisé, puis ses performances aussi vont être optimisées. Il y a des moments qu'on va faire de l'éducation puis du coaching en pensant au parcours à long terme. Puis il y a des moments qu'on va gérer des situations disons, de crise ou des situations à très court terme qui est de performer là, à chaque match ou à chaque jour. Tu parles du développement d'un joueur, tu as l'expérience des deux côtés, tu as ton côté pédagogue et ta proximité avec la LHPS, et tu as aussi 11 ans en tant que directeur général et coach junior majeur. Un jeune, présentement, qui joue au hockey mineur et qui regarde peut-être les deux avenues. Et sûrement que les parents, ou même lui, va penser à la Ligue nationale. As-tu des conseils ou les différences des deux avenues, hockey scolaire ou hockey mineur? Bien, premièrement, ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que moi, mon opinion, si on s'arrête au Québec présentement, oui, il y a eu depuis 10 ans, là, bon, la LHPS est à sa 10e année, mais il y avait déjà du hockey scolaire avant avec le réseau du sport étudiant du Québec. Le hockey civil, le hockey scolaire, c'est deux parcours qui te donnent une chance de te développer. Moi, je suis un coach. À la base, je suis un coach. Moi, ce qui est surtout important, avant de parler des réseaux, je vais surtout parler, c'est qui ton coach, c'est qui tes intervenants, c'est quoi l'encadrement que tu as hors glace, c'est quoi l'encadrement que tu as sur glace. Même, on va parler de tes parents. Qu'est-ce que tu manges à la maison? Est-ce que vous avez une vie active comme famille? Psychologiquement, c'est quoi ton attitude? Ça, c'est des critères pour moi qui sont fondamentaux et qui sont encore bien plus importants que de savoir dans quel réseau tu joues. C'est parce qu'on, finalement, on ne peut pas dire qu'il y a un réseau qui fonctionne puis que l'autre ne fonctionne pas parce que des deux côtés, on voit des réussites puis des deux côtés, on voit des échecs. Fait que les deux côtés, pour moi, sont des parcours qui peuvent amener l'atteinte d'un plein potentiel. Maintenant, après ça, ce qui doit être fait, c'est d'analyser vraiment le profil du joueur, le profil familial, les intérêts, les intentions. Je donne souvent l'exemple Benoît-Olivier Groulx. Benoît-Olivier Groulx, qui est le fils de Benoît. Bon, la mère, Nadine, voulait que Benoît-Olivier, pas voulait, mais elle espérait que Benoît-Olivier aille jouer à Shattuck aux États-Unis, puis aille vers le parcours de la NCAA. Mais Benoît-Olivier a été élevé dans le vestiaire des Olympiques, à Hull, à Gatineau. Quand on parlait avec Benoît-Olivier, lui, il n'y avait pas le feeling, il n'y avait pas d'intérêt. Fait que j'ai dit à Nadine, je dis, on pourrait toujours le forcer, mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, ça va fonctionner. Non, fait que c'est pour ça que les deux parcours, pour moi, sont bons. Ça dépend de chaque individu. On vient de mettre la table pour ce qui est du développement. Allez laver vos mains. On va prendre une pause, puis après, on saute dans le buffet du développement. On va y aller en profondeur. À tantôt, Dom. De retour avec Dominique Ricard. Dominique, je veux savoir, à quel âge tu commences à côtoyer, conseiller les jeunes et c'est quoi ta vision sur repousser le repêchage professionnel à l'âge de 18, même 19 ans? Bien, nous, avec CIE, on commence à, disons, recruter puis accompagner à peu près vers l'âge de 15 ans. Puis pour être honnête, moi, je trouve ça tôt, des fois même trop tôt. Par contre, justement, la problématique est par rapport au repêchage de la Ligue nationale qui bouscule beaucoup les décisions, justement, de soit recruter un joueur, soit l'accompagner. Puis même, ça l'amène justement beaucoup de pression parce que c'est très tôt. Comme pour répondre à la question, est-ce qu'on devrait repousser un petit peu le repêchage de la Ligue nationale? Ma réponse, c'est clair que c'est oui. Parce que faut se rappeler, il faut toujours revenir à la base puis se rappeler que le hockey, c'est un sport à développement tardif où est-ce qu'on atteint à peu près un pic là, aux alentours de 25, 26, 27 ans. D'ailleurs, les statistiques, quand on regarde la moyenne d'âge dans la Ligue nationale, c'est 27 ans. Puis une moyenne de carrière, c'est à peu près 5 ans et demi. Donc, si on prend ces deux chiffres-là, c'est pour ça que le prime time d'un joueur, habituellement, va être justement entre 24 et 30 ans.
À l'âge de 15 ans, comme c'est ça que je vous mentionnais tantôt hors d'onde, à l'âge de 15 ans, le parcours est à peu près à mi-chemin sur le plein potentiel. Fait que pourquoi le repêchage est si tôt quand le parcours, le plein potentiel est plutôt là, vers l'âge de 24, 25, 26 ans? Bien là, on tombe sûrement dans une raison économique, une raison financière. Les équipes de la Ligue nationale, on le sait maintenant, là, les équipes sont... La moyenne d'âge va avoir tendance à baisser un petit peu parce qu'on a intérêt justement à faire jouer des joueurs plus jeunes parce que là, avec la situation de la masse salariale puis de l'entente entre l'association des joueurs puis les équipes, bien, les joueurs plus jeunes coûtent moins cher. Ouais, on a vu, cette année, on discutait justement pourquoi il y avait de plus en plus d'équipes qui revenaient dans un match. Et une de mes explications, justement, c'était parce que les joueurs sont de plus en plus jeunes, il y a moins d'expérience. Et là, ils se font mettre dans une situation en fin de match, ça n'a pas trop quoi faire. Donc, oui, tu gagnes en expérience en étant un jeune joueur, tu apprends comme ça. Mais dans le temps, les vétérans comme nous, là, ramenez-nous, les vieux. On savait comment garder on est dans notre pic, ouais, on est dans notre pic. Mais c'est pour ça, puis tu as raison dans ce que tu dis, Max, parce que c'est un sport à développement tardif, parce que c'est un sport très complexe. C'est l'aspect physique, l'aspect technique, tactique, mais surtout l'aspect psychologique. C'est un sport collectif, c'est un sport de transition, c'est un sport qui joue vite. Il y a des enjeux, c'est des fractions de secondes. C'est pour ça que l'expérience rentre en ligne de compte à un moment donné pour avoir de l'efficacité et être capable de jouer au hockey professionnel. Donc, si je comprends bien, un message qu'on pourrait avoir pour les jeunes à la maison qui ont 15 ans, qui n'ont pas été repêchés juniors, même qui sont juniors et qui ne sont pas sur un premier trio, qui ne se feront pas repêcher en Ligue nationale, prenez votre temps. Votre développement n'est pas terminé et regardez les autres avenues, mais continuez à vous développer. Une question que je dois te poser par rapport à la spécialisation d'un sport. On voit de plus en plus des familles qui vont faire du hockey, faire du hockey, faire du hockey. Cours privés, l'été, les camps, etc. C'est quoi ton opinion sur ça? Bien, encore une fois, on est pris entre le sport, c'est un sport à développement tardif, mais il y a des sélections hâtives. Le monde idéal, c'est qu'il ne devrait pas avoir de spécialisation dans un sport, justement, avant l'âge de 14-15 ans, où est-ce qu'il y a un pic de croissance, puis que là, on voit plus, premièrement, l'intérêt de l'individu, on voit plus ses capacités physiques, puis même au niveau psychologique. Par contre, on est pris à un moment donné, il y a des sélections, tu sais, les U13, les U14, les U15, les U16. Donc, la famille puis le jeune sentent une certaine pression que le jeune doit performer en bas âge pour être capable de rentrer dans ces sélections-là. Fait que mon conseil, ça serait de rester calme, de continuer d'avoir un équilibre, puis surtout de se concentrer sur ce qu'on contrôle à la maison, comme bien manger, être actif, faire d'autres sports. C'est de garder quand même un thinking à long terme, même s'il y a de la pression sur les sélections à court terme, parce que même si tu es sélectionné à 13, 14, 15 ans, ça ne te donne pas une garantie pour plus tard. Tu viens de toucher le sujet des parents ou de la maison. J'aimerais que tu me parles un peu du rôle des parents. Tu dois en côtoyer quand tu commences à parler à des jeunes poulains. C'est quoi le rôle, je dirais, idéal ou la façon de s'impliquer pour eux pour que ça soit positif dans le développement de leurs jeunes? Bien, le premier rôle du parent, il doit être le meilleur coach à la maison. C'est la première chose qu'un parent doit faire, c'est du coaching mais à la maison. Ça veut dire quoi, du coaching à la maison? C'est le nourrir, ce que tu vas conseiller ou ce que tu vas faire comme nourriture, l'importance de la nutrition, d'être un modèle aussi sur ta vie active. T'sais, on ne peut pas demander aux jeunes bouge, sois actif, puis ne pas l'être. Il faut être des bons modèles, il faut être un bon coach à la maison, un bon coach au niveau des attitudes. C'est un sport d'équipe. Puis ça, c'est incroyable comment les gens se rendent pas compte. C'est comment, à un moment donné, c'est là que ça va jouer. Comment il va être capable d'accepter son rôle, comment il va être capable de réagir sous pression, comment il va être capable d'être un bon coéquipier. C'est de l'art. Être un bon coach à la maison, être un bon parent, c'est être un bon coach à la maison sur son développement physique, puis son développement psychologique. La technique et la tactique, il y a quelqu'un à l'aréna qui va s'en occuper. Ouais. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Mais justement, il nous reste environ 1 minute. J'aimerais que tu aies été impliqué dans une application, site Internet, iCoach Hockey D.
Parle-nous un peu de ça. Mais ça va justement dans le sens d'être un bon coach à la maison, un bon parent à la maison. C'est un outil avec Coach Hockey on appelle ça un coach virtuel, finalement. Quand tu es membre dans Coach Hockey, c'est que tu as accès justement à l'information et à des programmes pour bien te nourrir, pour t'entraîner. Il y a des choses aussi au niveau psychologique, au niveau de la préparation mentale, la visualisation. Fait que c'est vraiment un outil que tu peux utiliser à la maison comme joueur, mais également comme parent pour être capable d'aller chercher de l'information puis être capable de bien accompagner, bien accordrer ton enfant. Pas seulement pour l'élite? Non, pas seulement pour l'élite. Je dis souvent, aller dans un gym, c'est pas juste un athlète olympien. Tout le monde a le droit d'aller s'entraîner, tout le monde a le droit de bien manger, tout le monde a le droit d'être plus fort mentalement, d'être plus solide. Fait qu'avec Coach Hockey, c'est pour tout joueur et joueuse de hockey. Bien, merci beaucoup, Dom. Merci pour ton temps. On aurait pu faire facilement un autre 2 heures comme ça. C'était de l'or en barre, mais on se doit de faire une pause. Et au retour, on revient sur le cumulatif de nos paris et on répond à vos questions. Alors, on est de retour avec la carte postale cette semaine. Est-ce que c'est la ville de... C'est un bateau de croisière à gauche, ça? C'est Bruno qui a joué là en fin de carrière une saison. La Sicile. Cleveland? Lake Erie. C'est Lake Erie, ben ouais, à Fallait pas que je Cleveland. le dise, hein? Ben non, ben bravo, Qu'est-ce bravo. que tu retiens de ça, Bruno? Ben, ça a été ma saison comme vétéran Je suis retourné dans les mineurs, mais j'étais le vétéran. J'ai pris un joueur en pension chez nous. Puis changeait mon rôle complètement, capitaine d'une jeune équipe. Exactement, pour aider les jeunes dans le développement. T'es vraiment une bonne personne. Merci, Max. Voyons les paris. On en est rendu où cette semaine? Ça compte pas. Moi, je vais mettre un protège sur l'année au complet. Parce que là, cette semaine, t'as pris 2 points encore. Mais mes matchs n'ont pas eu lieu. J'ai choisi mes matchs tôt. Moi, je savais ce qui s'en venait. J'ai juste choisi des matchs plus tôt. Nostradamus? Je le savais, moi. Donc, voici le pointage. Là, il reste le cumulatif des paris qu'on avait fait en début de saison qui était pour toute la saison. Je ne sais pas si ces points-là vont avoir lieu, mais non, moi, présentement, c'est moi qui mène. Donc, on vous demande à la maison de vous nous envoyer vos suggestions. Envoyez ça sur l'Instagram de Max et Bruno, sur la page Facebook de Max et Bruno. Envoyez-nous des idées de conséquences que Maxime va subir pendant les émissions à venir. Oui, et peut-être Bruno. Alors, on a une question cette semaine de Marco Serré. Une excellente question. Si la LNH arrive à reprendre ses activités, quelle équipe pourrait en bénéficier le plus à cause de l'arrêt à long terme? Et moi, je vais y aller peut-être avec le Lightning de Tampa Bay, puisque on sait la situation à Tampa Bay. Stamkos était blessé, un des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale. Donc, c'est de cet angle-là que je vais y aller. C'est bon entraîneur, Stamkos qui revient. Ça l'aiderait vraiment, le Lightning, pour les séries éliminatoires. Oui, dans la même ordre d'idée, une équipe aussi qui a été frappée par les blessures, c'est l'Avalanche du Colorado. Nathan MacKinnon était blessé, Rantanen était blessé, donc c'est des joueurs de premier plan. MacKinnon, son nom devrait être dans la conversation du Trophée Hart. Donc, ces joueurs-là, de leur donner du temps de vraiment revenir en santé complète avant les séries, je pense que ça pourrait aider très bien ces équipes. Très bon choix. Max et Bruno, la semaine prochaine, on va prendre jaser de la vie des gens qui ont du succès après la carrière de joueur de hockey. On rappelle aux jeunes aussi à la maison, d'après les recommandations de François Legault, restez à la maison, s'il vous plaît. Lire des livres, s'entraîner chez soi, soyez actifs, mais à la maison. Et c'est difficile pour les jeunes, la jeune génération, mais restez à la maison. Tout le monde donne aussi un peu un effort là-dedans dans ce que le gouvernement essaie de faire. On est tous dans le même bateau, tous ensemble, mais on se revoit ensemble, Max et Bruno, la semaine prochaine. Et d'ici là, envoyez vos questions.